La croissance de la quantité d'énergie que nous utilisons est telle qu'on double la quantité d'énergie à l'échelle mondiale à tous les 25-30 ans. Et ça, c'est évident que ça ne peut pas continuer. Je pense que les petits Chinois ne savent pas que le ciel est bleu. Moi, je suis allé dans le nord de la Chine et le ciel, il est jaune sale. C'est ça. Donc, c'est malheureux, mais en même temps, c'est incitatif. Quand vous êtes vraiment dans le malheur, vous êtes plus prêt à bouger que « Ah ben tout va bien, le ciel est bleu ». Non, il est plus bleu dans ces pays. Le climat et la biodiversité, c'est une vieille histoire. On pourrait dire que c'est presque un vieux couple parce que on sait bien que c'est les climats qui ont modelé la répartition des espèces sur la Terre, mais on pense moins au fait que dès que la vie est apparue sur Terre, elle a commencé à modifier le climat, et en particulier parce qu'il y a des bactéries qui se sont mis effectivement à cracher de l'oxygène dans l'atmosphère. Au départ, il y avait très peu d'oxygène dans l'atmosphère. Quand on respire, cet oxygène qui nous entoure, on le prend comme une donnée de notre environnement. Et les bactéries, lorsqu'elles sont apparues et qu'elles ont commencé à faire la photosynthèse, ont commencé, tout en faisant de la photosynthèse, à produire cet oxygène. Et quelque part vers 2 milliards d'années, avant le présent, la Terre devient riche en oxygène. Ce qui est une catastrophe pour les organismes qui vivaient là, qui ne supportent pas cet oxydant. Et une aubaine pour ceux qui vont commencer à l'utiliser, nos ancêtres qui respirent. Donc, l'apparition de l'oxygène est une de ces histoires d'une modification majeure de la biosphère. Si on regarde les 10 000 dernières années, disons ce qu'on appelle l'Holocène, la période dans laquelle nous sommes actuellement, eh bien, les teneurs en gaz carbonique varient légèrement, mais de façon très légère. Et au cours des 200 dernières années, elles ont augmenté pratiquement plus de 40%. Cette augmentation rapide du gaz carbonique, du méthane, est clairement illustrée à partir des carottes de glace. L'analyse de ces bulles d'air dans leur contenu isotopique montre de façon indéniable que cette augmentation, par exemple, du gaz carbonique est bien liée aux activités humaines. Il faut savoir que dans une gouttelette d'eau, on a quelques centaines de milliers d'organismes et que ces organismes nous informent sur l'état de l'océan et sur aussi les conséquences potentielles du changement climatique sur les systèmes océaniques. Le principal problème aujourd'hui, c'est que nous sommes très rapides. Nous augmentons la température, nous troublons, nous dérangeons les systèmes climatiques à une telle vitesse que l'adaptation ne peut pas se faire. Plus le réchauffement climatique est rapide, plus il est difficile pour les écosystèmes de s'adapter à ce changement. Lutte contre le changement climatique, protection de la biodiversité, même combat. L'homme ne fait rien qui ne soit dans la nature. Émettre du CO2, il y a des tas d'organismes qui le font. Cette plante, la nuit, elle le fait. Seulement, on change le rythme. Et donc des interactions survivront sans doute, mais beaucoup risquent de s'effondrer, de s'écraser contre le mur de ce changement. Et pour le coup, c'est surtout nous qui allons être ennuyés de ça. Et la question d'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de toucher aux deux composantes de ce vieux couple, c'est-à-dire on modifie le climat et en même temps, on perturbe la biodiversité. Et donc, on s'introduit effectivement dans un vieux dialogue en ne sachant pas trop si on ne rentre pas un peu comme un éléphant dans un jeu de quilles, quoi. Pour l'ensemble de l'océan Atlantique Nord, on a observé, en particulier dans l'océan Atlantique Nord-Est, des mouvements biogéographiques importants. Si la biodiversité se réorganise, on va avoir des conséquences importantes sur les écosystèmes exploités, sur les espèces exploitées. En particulier, des espèces telles que la morue vont disparaître. Des espèces telles que la coquille Saint-Jacques pourraient également disparaître si l'intensité du réchauffement est moyenne ou forte. Bien évidemment, des espèces vont disparaître, mais d'autres vont les remplacer. Ce sera probablement le cas pour des espèces telles que la sardine,
le chinchard, les anchois, qui seront de plus en plus présentes en mer du Nord et le long du talus continental européen. On assiste également en ce moment à une augmentation du nombre de homards dans le sud-est de la mer du Nord. Alors, on se trouve devant un conflit avec deux puissances qui prennent chacune de la puissance et qui sont face à face. Qu'est-ce que ça va donner? Personne ne le sait. La plus grande partie de Manhattan est en dessous de 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Si à la fin du siècle, on a augmenté de 1 mètre, comment est-ce qu'on va protéger Manhattan? Aujourd'hui, on sait que le réseau de métro de New York ne peut pas résister à une augmentation de 40 cm. Je ne parle pas du Bangladesh, où 70% de la population est sur un delta qui est extrêmement vulnérable à la fois à la remontée du niveau de la mer et au changement du régime des fleuves qui viennent de l'Himalaya, qui sont totalement perturbés par la fonte des glaces de l'Himalaya, qui est de très loin le premier réservoir de glace continental au monde. Le dérèglement climatique accentue dramatiquement les tensions, les migrations non choisies, voire les guerres dans le monde. Rio est le moment où le mot écologie est entré dans le vocabulaire universel. Auparavant, pas tellement de gens savaient de quoi il s'agissait. Maintenant, c'est partout, ça fait partie du folklore et de la vigilance, je dirais. Aujourd'hui, une zone incroyablement meurtrie par des conflits, le Proche-Orient est la première zone pétrolière au monde, ce n'est pas un hasard. Bon. Demain, ces conflits pourraient devenir encore beaucoup plus importants, car s'ajouteraient à ces conflits sur l'accès aux énergies des conflits nés de la pénurie croissante d'eau, de la montée du niveau de la mer. Nos systèmes naturels sont extrêmement sensibles à la température. Et si on modifie ce paramètre important, on va les modifier profondément. Et les gens ont tendance à oublier qu'ils évoluent continuellement avec leur environnement. On fait partie complètement de la biodiversité. Et notre biodiversité, c'est à la fois l'environnement extérieur qui va affecter par les UV, changement climatique qui va affecter, des températures trop élevées, des températures trop basses, donc on va avoir des stress physiologiques, et puis ça va affecter aussi en même temps la biodiversité, par exemple une production trop importante de pollen, les allergies qui vont démarrer, un changement justement de distribution des plantes, où d'un seul coup on observe des plantes qui vont devenir allergènes et qui vont pouvoir s'installer et monter même dans des régions où ça n'existait pas. D'un autre côté, la biodiversité est impactée par ce changement climatique, et notamment c'est des maladies émergentes qui peuvent s'installer et qui reviennent dans nos pays. Plus l'incertitude est grande sur les impacts du changement climatique, plus au contraire, ça milite pour agir vite et de façon massive. Pourquoi? Parce que ce qui compte en analyse de risque, ce n'est pas le risque moyen, c'est le risque extrême. Les statisticiens appellent ça les queues de distribution. Et il faut agir pour limiter le risque que demain nous soyons dans le risque extrême du dérèglement climatique. Le monde est complexe, mais est-ce qu'on a des sciences qui permettent de pouvoir trouver un sens, finalement, et à décrire, avoir une représentation du monde? Je pense qu'on a plusieurs domaines, scientifiques et non scientifiques, religieux et autres, qui, en fait, c'est la même volonté. Quelle est la représentation du monde? Et là-dedans, la science y contribue, particulièrement la science écologique contribue sur une certaine représentation du monde. Comment cette biodiversité qui a pendant longtemps évolué dans des conditions de stabilité, quand je dis longtemps, ça veut dire des dizaines de milliers d'années, comment elle se recompose face à quelque chose qui va très très vite et donc qui va fonctionner différemment. Et là, c'est vraiment des recherches qu'on essaie de comprendre. Donc on peut s'attendre à travers tous ces mécanismes de désynchronisation finalement à des phénomènes un peu d'explosion ou alors d'extinction rapide parce que tout d'un coup, un prédateur ne trouve plus sa proie ou une proie n'a plus de son régulateur. On sait qu'aujourd'hui que la biodiversité dans beaucoup d'endroits est en diminution et donc en fait le changement climatique, la question c'est pas tellement est-ce qu'il va agir directement, c'est est-ce qu'il va modifier ses pressions. Je prends un exemple concret, si vous avez des polluants dans une rivière et que le débit de la rivière diminue, ça veut dire que si vous avez toujours autant de polluants, la concentration du polluant va augmenter. Autrement dit, le changement climatique va agir en augmentant la pression de pollution. De même, si le changement climatique réduit la surface où habitent les espèces, eh bien, ça veut dire que ça va augmenter le risque de disparition de l'espèce du fait de la réduction de l'habitat.
Donc effectivement, les deux incertitudes écologiques, c'est lié aux interactions entre les espèces et lié aussi au fait que toutes les autres pressions vont peut-être être modifiées. Ce qu'on peut dire, je pense, c'est que la vie va continuer sur la Terre. Je crois que nous ne sommes pas en mesure, avec toutes les perturbations que nous apportons, de faire disparaître la vie de la Terre. On l'a craint à un moment donné, mais c'est pas réaliste. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que la vie est extrêmement robuste, qu'elle s'adapte à des situations extrêmes, qu'il y a des vivants qui vivent dans l'eau pratiquement bouillante, d'autres dans l'eau totalement acide, pH 0, alcaline. La vie est extrêmement robuste, mais c'est généralement une vie microbienne ou une vie d'insectes. Pour ce qui est de nous, êtres humains, nous sommes beaucoup plus fragiles. C'est fondamentalement une question d'intérêt général, c'est même une question d'intérêt planétaire, puisque le climat est un bien commun collectif. Tous les citoyens de la Terre bénéficient d'un certain climat, et si le climat commence à se dérégler, c'est tout le monde qui en pâtit. C'est ce qui fait que c'est très difficile à traiter sur le plan économique, parce que c'est une problématique de très long terme, et c'est une problématique planétaire. Tous les citoyens sont d'accord pour dire qu'en termes de capital financier, matériel et autres, c'est important de transmettre à leurs enfants quand même de quoi vivre. Par contre, le fait qu'on ait un capital naturel et qu'il faille le transmettre et même l'améliorer pour les générations à venir, c'est vrai qu'on a du mal. On a du mal aussi parce que les économistes ont le mauvais goût pour éviter effectivement que des choses qui sont à l'infini coûtent une somme infinie, de dévaloriser le temps. Donc il faut faire passer cette idée que la biodiversité, ça prend du temps. Et pour prendre un exemple, entre aménager un bassin versant pour pas avoir installé une station d'épuration, quand on la construit, on l'inaugure et elle marche, aménager un bassin versant, le temps que ça fasse de l'effet, que ça capte du carbone du sol, etc., ça va commencer à fonctionner dans 25-30 ans et pour 3 siècles. Et donc la question c'est, est-ce que vous préférez un truc qui marche demain pour 30 ans ou un truc qui marche dans 30 ans pour 3 siècles? Et les économistes classiques disent, il faut faire le premier choix. Donc effectivement, il faut stimuler les économistes pour qu'ils nous disent, essayez de donner une valeur au temps long. Pour agir efficacement contre le changement climatique, il faut changer les prix. Et il faut introduire dans les systèmes des prix une valeur que collectivement nous accordons au climat. Cette valeur que nous accordons au climat, ça s'appelle le prix du CO2. Il faut une intervention publique. Il y a 2 façons d'introduire ce coût du risque climatique dans notre économie. La première, c'est la taxation. Il faut mettre des taxes qui vont peser sur chaque émetteur de CO2 ou plus largement chaque émetteur de gaz à effet de serre. Si on ajoute des taxes sur les nuisances environnementales, il faut réduire d'autres taxes. Il faut faire de la fiscalité de substitution et non pas de la fiscalité qui vient en plus. Si je substitue à des impôts qui pèsent sur les facteurs de production, des impôts qui pèsent sur la pollution, je vais avoir un effet incitatif très fort pour changer les comportements et en même temps, j'aurai un effet qui sera peut-être positif sur l'économie car j'aurai diminué d'autres charges qui pèsent sur le système de production. Et là, un danger se présente devant nous, c'est la sélection des plus riches. C'est-à-dire arriver à avoir une planète dans laquelle les gens ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont le pouvoir, peuvent se protéger, peuvent vivre dans des îlots isolés, blindés, et la masse des milliards d'autres disparaît. C'est une possibilité qu'il faut envisager et qu'il faut essayer aussi de combattre. C'est peut-être pas désirable que la Terre soit habitée par le 1 ou 2% des gens qui ont les moyens et que les autres soient abandonnés à eux-mêmes. Une des grandes clés sur les politiques publiques face à la biodiversité, ça va être passer d'une vision un peu de stricte protection des espaces naturels à une politique de conservation et de gestion de ces espaces naturels en fonction des richesses économiques que fournissent ces écosystèmes à notre société. Alors, quelles sont les solutions que je proposerais pour le réchauffement climatique? La première, c'est de pas continuer à doubler la quantité d'énergie que nous dépensons à l'échelle mondiale
nous la doublons à tous les 25 ans depuis un certain temps. Et ça, il faut arrêter une exponentielle, vous allez dans le mur. Ça, c'est le premier point. Réduire l'émission de gaz carbonique de façon importante, 60, 50, 60, 70%, si on veut stabiliser la température. On sait qu'on atteindra 2 degrés maintenant. Personne ne pense vraiment qu'on arrivera à stopper à 2 degrés, mais que ça ne monte pas à 5 degrés. Parce qu'à 5 degrés, c'est vraiment ingérable. Donc, pour cela, il faut développer des énergies renouvelables, c'est-à-dire les énergies qui n'émettent pas de gaz carbonique, justement. La Suède a eu des résultats absolument remarquables, à la fois sur le plan écologique et sur le plan économique. Sur le plan économique, la Suède a remonté très fortement la fiscalité écologique, notamment celle sur le carbone, mais pas que celle sur le carbone, et a baissé d'autres impôts. Sur le plan des résultats en matière climatique, c'est assez simple. 70% du chauffage en Suède est réalisé grâce à des réseaux de chaleur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez les chiffres, par habitant, pour les habitations, on émet 2 fois moins de CO2 en Suède qu'en Espagne. Il faut infléchir d'ici 2020 les émissions d'au moins 15% par rapport à la tendance sur laquelle elles sont. Ensuite, entre 2020 et 2050, il faudra à l'échelle mondiale diviser par 2, voire par 3. En gros, diminuer entre moins 40 et moins 60, enfin, de diminuer de 40 à 70%. Et puis, il faut arriver à neutralité carbone à la fin du siècle. Disons que cette courbe plutôt en cloche, on espère redescendre les émissions, correspond aux 250 milliards de tonnes qui nous restent à émettre si on veut rester en dessous de 2 degrés. Quelque part, on retrouve une question beaucoup plus fondamentale qui est celle de notre rapport à la nature. Et on voit bien que nos modes de vie, notamment nos modes de vie urbains, de gens pressés, de gens qui veulent aller vite, de gens qui veulent être hyper efficaces, est aussi le reflet d'un appauvrissement terrible de l'être humain, à la fois dans sa relation à la nature, dans l'estime qu'il a de lui et dans la relation qu'il a aux autres. Donc je crois que ce qui est très motivant lorsque on intervient sur ces questions climatiques et plus largement écologiques, c'est que on s'aperçoit que notre société a réduit terriblement les valeurs d'échange dans notre société. Aller vers une économie décarbonée, aller vers une économie que j'ai décrite comme étant celle du capital vert, c'est enrichir considérablement les valeurs qu'on va donner aux différents biens, en introduisant le bien capital naturel. Et il est impossible d'introduire le bien capital naturel sans modifier les relations entre les hommes. Ça, c'est motivant. L'idée du rapport du GIEC, et moi je suis quand même assez sur cette stratégie, c'est de donner aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils prennent leurs décisions. Je souhaite rester dans mon rôle de témoin scientifique, de témoin de notre communauté, plutôt que de dire voilà ce qu'il faut faire. Je pense que la force du témoignage, elle est de dire effectivement ce que la science apporte, plutôt que de dire voilà ce qu'il faut faire. La recherche, c'est du long terme. Il nous faut des programmes de suivi, des programmes observationnels sur le long terme pour pouvoir comprendre les impacts potentiels du changement climatique sur les écosystèmes. La bonne solution, et là je retourne à la formation et à l'enseignement aux plus jeunes, c'est de donner des outils critiques qui permettent finalement, face à chaque problème, à un citoyen idéal de pouvoir analyser les données et de pouvoir entendre diverses sources et de se forger une opinion. Et là, je pense que c'est vraiment là aussi qu'il faut croire à l'enseignement, c'est former des gens à être un peu autonomes. Et l'écologie, c'est ça, c'est la science de la maison. Donc on veut comprendre essentiellement qui vivent et comment vivent les habitants de cette maison. La maison, c'est la planète Terre. On peut dire ce que sera Jupiter dans 30 ans. C'est facile. On peut absolument pas dire ce que sera cette biosphère dans 30 ans. Ça pourrait être bien pire, ça pourrait être bien mieux. Ce qu'on sait, qui est clair, c'est que les décisions qui se prennent maintenant vont influencer toute l'histoire du genre humain pour des milliers d'années. C'est, je crois, assez capital ce qui va se passer.